Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invité, ce sera Raphaël De Andriis, le CEO d'Avas France. Il reviendra sur l'impact de l'IA sur la publicité à l'occasion des Media Days, dont la dernière date aura lieu ce mardi à Lille en partenariat avec The Media Leader. CMI réduit la voilure. Selon une information de la lettre confirmée, le groupe médiatique de Daniel Kretinsky, propriétaire de la chaîne T18, mais également de plusieurs titres de presse comme Marianne L, version féminin ou Franc-Tireur, lance un plan social de 87 postes au sein de son groupe. La régie CMI Média est également concernée avec 45 postes. La plupart des titres devraient être concernés dans diverses proportions, mais ce plan social devrait cibler en priorité les fonctions support. Interrogé par Le Figaro, l'actionnaire évoque des baisses de diffusion ainsi qu'une érosion des investissements publicitaires, en particulier sur le digital. CMI a récemment cédé 3 titres, Télé 7 jours à Bauer Media et les 2 titres People France Dimanche et Ici Paris à Prisma Media. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public a interrogé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Très attendue, l'audition de la dirigeante s'est tenue dans une ambiance parfois électrique du côté des députés, conduisant même à une suspension de séance après plus de 3 heures de questions-réponses. Outre les différentes polémiques sur le pluralisme politique de France Télévisions, la situation financière de l'entreprise, jugée critique par la Cour des comptes, a également été questionnée. Pourquoi avoir caché la véritable situation financière de France Télévisions depuis 2018 a interpellé Charles Aloncle, pointant une trésorerie négative avec un déficit de 81 millions d'euros cumulé entre 2017 et 2024. L'audiovisuel coûte au total 51 euros par an aux Français, dans la moyenne des groupes européens, a expliqué Delphine Ernotte, qui a montré patte blanche en annonçant avoir d'ores et déjà réussi à diminuer ce déficit prévisionnel pour 2025 de 30 millions d'euros. Pour elle, tous les leviers ont été activés. Nous avons procédé à une nouvelle réduction des effectifs de près de 250 personnes sur la seule année 2025. Nous avons également diminué nos coûts de fonctionnement, arrêté des émissions et renégocié la baisse de 5%, le coût de l'ensemble de nos magazines et émissions de plateau a justifié la présidente. Dans une longue tirade, elle a également expliqué que l'audiovisuel public ne pouvait de toute façon pas être rentable. On l'écoute. Imaginer notre disparition, c'est projeter une société où tout un pan de notre culture commune sera effacé d'un trait de plume. Est-ce rentable de mobiliser 30 heures d'antenne pour soutenir le Téléthon, une prouesse télé unique au monde, comme nous l'avons fait le week-end dernier? Non. Est-ce rentable de consacrer une première partie de soirée à un débat sur les 120 ans de la loi sur la laïcité, comme hier soir sur France 2? Non. Est-ce rentable de produire 80 heures d'information par jour? Non. Est-ce rentable de disposer de 130 implantations sur tous les territoires? Non. Est-ce rentable de proposer des émissions d'investigation indépendantes de toute pression politique ou économique? Non. Est-ce rentable de diffuser des émissions consacrées à toutes les religions chaque dimanche? Non. Est-ce rentable de disposer de bureaux et de correspondants à l'étranger? Non. Est-ce rentable d'être le groupe média qui investit le plus dans le genre documentaire au monde? Est-ce rentable de capter des dizaines de concerts, opéras ou pièces de théâtre chaque année, de financer 60 films de cinéma? Non. Est-ce rentable de proposer des offres éducatives pour les jeunes publics? Non. 3 ans après le projet avorté de fusion avec TF1, David Larramendy, le patron du groupe M6, considère dans un entretien au Monde que la consolidation reste inéluctable, même si la réglementation actuelle l'en empêche avant 2032. En effet, la loi interdit au groupe de télévision de vendre certaines chaînes de la TNT avant un certain délai après la délivrance d'une autorisation. L'intelligence artificielle révolutionne notre époque, mais aussi l'industrie publicitaire, l'occasion pour les grands groupes de communication de se réinventer. Raphaël De Andriis, CEO d'Avas France, estime que l'IA est une chance, mais aussi un risque pour le secteur. Je l'ai interrogé à l'occasion des Media Days, le grand événement dédié à la pub en région. Je pense que l'IA est une révolution pour la communication. C'est une bonne chose et ça peut être une très mauvaise chose. Je m'explique. C'est une bonne chose au sens où elle donne accès à des qualités de production, à des qualités de ciblage, à des qualités de distribution, à des qualités d'intelligence stratégique
auxquelles on n'aurait pas pu rêver avant. Mais elle pose une question très forte pour les marques médias comme pour les marques, qui est la question de la crédibilité. La base d'un contrat entre une marque média et une marque tout court, c'est la confiance, c'est l'authenticité. C'est je sais qui me parle, je sais pourquoi on me parle et il y a une forme d'autorité. Dès lors que vous ne pouvez plus faire la différence entre le vrai du faux, le réel du virtuel, ben, tout d'un coup, ce contrat-là, il devient brouillé. Et c'est là que toutes les stratégies aujourd'hui qu'on doit mettre en place, autant du côté des médias que du côté des agences pour les annonceurs, doivent se poser. Quand on est une agence qu'on conseille, dans ton périmètre, tu as la création et le média. Aujourd'hui, elles attendent quoi les marques? Parce qu'elles sont extrêmement bousculées. Avant, c'était assez facile, il fallait apparaître sur Google, on va dire, pour avoir de «l'autorité» entre guillemets, donc il y avait des stratégies de création de contenu. Aujourd'hui, avec ces IA génératives, qui sont très fragmentées, dont dont il y a une certaine black box, on ne sait pas trop encore comment elles fonctionnent. Comment, en tant qu'agence, on s'adapte à ça et on répond à, entre guillemets, «les préoccupations», voire les inquiétudes de ces marques? Bah, le mot inquiétude, il est bon, hein. Les marques, elles sont perdues face à ça. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des idées, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des envies, ça ne veut pas dire qu'elles ont renoncé, mais elles sont un peu perdues. Et ça, c'est beaucoup de rencontres avec des annonceurs. Une anecdote, je déjeunais la semaine dernière avec un grand patron d'une marque B2C qui me disait qu'il avait l'air un peu de mauvaise humeur. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, ah, écoute, je viens d'aller sur un LLM et en fait, la semaine dernière, quand on faisait une requête sur qui est le meilleur dans ma catégorie, j'étais dans le top 3 et là, j'apparais plus. Et il dit, je comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a rien fait de différent. Et comme tu disais, il y a une black box et sa marque avait disparu. Donc, une requête tout simple, indique-moi les 3 meilleurs ou les meilleures marques dans cette catégorie et il faut être dans les 3, sinon vous disparaissez dans les limbes de l'IA. Et donc, il était un peu très inquiet de ça. Et donc, c'est ce sujet-là, nous, qu'on traite, chez Havas en particulier, avec des outils qui, à défaut de créer, je dirais, des liens de causalité entre des actions et l'apparition dans des moteurs, créent des coefficients de corrélation importants. Donc, on a un outil qui s'appelle l'IA Brand Tracker qui nous permet comme ça d'accompagner les marques. Et puis, j'ai envie de dire que le rôle de la marque, de la grande marque, revient. C'est-à-dire que si vous demandez, si vous dites je veux ouvrir un compte au Crédit Mutuel, voilà, et ben tout d'un coup, ou BNP, ou Hello Bank, ou Société Générale, si vous prononcez le nom de la marque, ben tout d'un coup, vous avez votre place. Si vous dites c'est quoi la meilleure banque en ce moment, et ben vous êtes à la merci du moteur. Et donc tout le sujet, c'est à la fois dans les tréfonds du digital, d'aller nourrir les sujets qui intéressent les gens, qui vont exciter les algorithmes et les LLM, et en même temps, par le haut, d'avoir une marque qui émerge, fait du sens et finalement a une forme voilà, de préférence de marque ou pour laquelle on éprouve une forme de désir. Ça, c'est le cœur de métier, donc du très haut et du très profond. Tu conseilles aux marques de ne pas négliger le branding, la considération avec toutes ces IA, puisqu'il faut que dans l'esprit du public, cette marque, elle soit présente et elle soit considérée. Dans une époque où les marques, ce qu'elles veulent, c'est d'abord du trafic et générer tout de suite des ventes dans ces stratégies de communication. Bah, tu le résumes parfaitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, c'est le même mouvement. C'est-à-dire que si une marque excite l'intérêt, elle va être recherchée sur le digital. Elle va avoir des interactions, il va se passer des tas de trucs. Et donc, l'algorithme du LLM va dire, tiens, cette marque-là, elle intéresse les gens. Donc déjà, je vais la faire remonter. Donc, il y a un sujet, si on peut dire, bas de funnel, qui mécaniquement fait remonter. Et pour que cette marque soit excitante, à un moment donné, il faut qu'elle ait une existence dans la vie. Il faut que ces gens l'aiment tout court. Il faut ce que tu appelles le branding. Et effectivement, il faut que ce soit une grande marque qui touche les gens, le cœur des gens, l'esprit des gens, l'humour des gens. On sort d'une conférence avec Jacques Séguéla. Voilà, une grande affiche aujourd'hui est capable, par effet de halo, d'aller créer de la curiosité digitale et donc, in fine, de remonter dans un LLM. Et donc, on voit bien que tout ça, le très haut, la marque au sens large et le très profond digital sont inséparables. Et effectivement, n'aller que sur le très bas, le très profond, fait que probablement,
À court terme, on peut peut-être s'en sortir, mais après, on est invariablement appelé à disparaître. Et rendez-vous d'ailleurs au Media Days à Lille ce mardi 16 décembre. C'est au Decathlon Arena, c'est le grand stade. C'est en partenariat avec The Media Leader. Info sur mediadays.org. Fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine dans 100% Media Week. Retrouvez le prochain épisode vendredi prochain à partir de 7h sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music, mais également sur la chaîne YouTube de The Media Leader.